Pro captu lectoris, habent sua fata libelli. Les chercheurs que vous êtes, les lecteurs et les éditeurs qui fréquentent les livres par amour et par désir de les servir, sont bien placés pour constater la vérité de cette phrase devenue presque proverbiale. Habent sua fata libelli, oui, les livres ont une destinée. Mais cette destinée dépend des lecteurs, mais aussi des éditeurs. J'emprunte ce vers à Terence, qui disait donc par l'esprit du lecteur, le livre acquiert sa propre destinée. Donc, chers pères, chers frères, chers amis, permettez-moi cette présentation rapide des éditions et publications de l'œuvre de Charles Journet, mais aussi un tout petit excursus sur l'objet livre et son destin, qui a besoin d'efforts humains très, très responsables. Avant cela, je voudrais faire mémoire, car rien ne se fait sans d'autres personnes, de ceux qui nous ont précédés. Depuis sa mort en 1975, depuis la mort de l'abbé Journet, la Fondation n'a pu poursuivre cette mission qu'en s'inscrivant dans l'héritage du dynamisme vigoureux de Monseigneur Mamy, du travail fervent de Guy Boissard, défunt maintenant, et de la préparation des éditions des œuvres complètes par René et Dominique Mougel, sans omettre aussi le dévouement et la protection si généreuse d'Ernesto Rossi. Il me faudrait citer aussi l'abbé Rime, Madame Hager, Eliane Savary, Renata Latta, Jean-Marc, etc. Enfin, il y a une présence tutélaire qui nous guide toujours par-delà son absence, c'est celle du cardinal Georges Cotier, qui fut si proche de l'abbé Journet, on l'a entendu, à l'attention toujours éclairante et indicatrice diligente des chemins à suivre. Le cher père Cotier, appelé ainsi par de nombreuses personnes parmi nous, en ces jours de colloque, et comme on le rappelait ce matin, c'est l'anniversaire de la naissance aujourd'hui. Et pour finir, il me faut nommer le frère Michel Cagin, archiviste des Fricheurs, la mémoire, je dirais, totale, intégrale des archives de Charles Journet. Bon. La mission de la Fondation est donc, comme vous l'entrevoyez, précédée de riches liens humains, d'amitié, mais aussi d'un grand chantier éditorial, la publication des œuvres complètes. Il nous faut les poursuivre dans des contextes culturels et économiques difficiles. L'histoire d'une œuvre, c'est l'histoire des liens avec des éditeurs. C'est des histoires d'engagement, des histoires de contrats. C'est le réel exigeant d'une œuvre, son écosystème. Elle nous apprend qu'il faut jongler entre réalisme économique, compréhension de la charge des éditeurs, mais aussi acceptation du kairos d'une œuvre. Le tout sans naïveté, sans idéalisation. Je ne vous apprendrai rien. Les éditions catholiques et ou scientifiques universitaires ne se portent économiquement parlant pas bien en France, comme ailleurs souvent, en Suisse aussi, différemment aux États-Unis. Cette mission éditoriale de la Fondation repose aujourd'hui sur 4 axes. L'achèvement de l'édition des œuvres complètes, nous en sommes au volume 16, il nous faut aller jusqu'au volume 21, qui seront dans la maison des Clés de Brouwer. Nous avons subi une rupture abrupte de contrats liée au Covid et à ses conséquences délétères, désastreuses pour les éditeurs. Ce socle des œuvres complètes doit pérenniser dans toutes les bibliothèques universitaires, celles des séminaires, des monastères, la présence de l'œuvre de l'abbé Journet. Or, présence, existence des objets livres et accès à l'œuvre ne sont pas toujours synonymes d'une même dynamique éditoriale. Réussir à avoir des lecteurs, des acquéreurs des ouvrages suppose leur visibilité en librairie. Et là, de grands efforts sont devant nous. Pour vous donner une idée, ils se vendent de 1 à 4 ouvrages des œuvres complètes de Charles Journet en France par an. 1 à 4. Les années fastes, 4. Les années
qui ne sont pas des défaites absolues, c'est un ouvrage. Mais aujourd'hui, de nouvelles opportunités surgissent. La réception de l'œuvre et favoriser l'effort théologique sont une autre tâche. Ce colloque en est la belle et la généreuse manifestation, grâce à frère Bernard, à Nicolas et à vous tous. Bon, ceci introduit mon deuxième petit axe. Un impératif est là. Continuer à donner un visage, une chair à l'œuvre de Charles Journet, parce qu'on peut faire exister des livres finalement, mais donner un visage, une chair à l'œuvre de Charles Journet, à l'étendue continuée des amitiés de Charles Journet, est un impératif. Laisser toujours transparaître en filigrane un portrait intérieur à plusieurs voix de l'homme, du poète, de l'ami de Dieu et des pauvres, qui était Charles Journet, c'est nécessaire. 50 ans après sa mort, ceux qui l'ont connu disparaissent. Alors, comment faire pour rendre cette œuvre ecclésiologique majeure, école de théologie et de sagesse, à sa dimension universelle? Eh bien, en la déployant par des efforts éditoriaux nouveaux, des rééditions et des traductions vers les hommes de tout pays. Ça, c'est une aspiration. Mais on va pas à pas en ce sens. La Suisse et la France tenant une place élective conjointe et un rôle de berceau pour les éditions, pour les œuvres de Charles Journet. Aujourd'hui, frère Bernard, avec l'aide magnifique de Matthew Levering et les frères dominicains américains avec Emmaüs Press, par l'effort remarquable de traduction de l'Église du Verbe incarné, font surgir un magnifique, un élan nouveau à donner des tremblements. La France, et c'est conjointement avec une opportunité française qui s'est articulée, qui a été pionnière avant ou conjointe avec la traduction, la France, avec la reprise de l'édition de l'Église du Verbe incarné auprès de la plus prestigieuse des maisons d'édition d'envergure internationale, les Belles Lettres, va susciter de nouveaux publics, de nouveaux lecteurs plus inattendus, mais va permettre de faire aller l'œuvre de Charles Journet vers les formes culturelles par lesquelles sa personnalité, ses écrits, sa vie même se sont trouvés continuellement suscités et enrichis. Il va pouvoir se passer entre cet élan aux États-Unis de traduction et aussi cette présence, je pense que tous vous devez connaître les éditions des Belles Lettres en France, qui a une dimension internationale, de patrimoine de savoir, de sagesse, de connaissance. C'est une sorte de pollinisation naturelle, discrète, qui va pouvoir se faire. Un premier signe symbolique très chaleureux nous en a été donné par Carlo Ossola, que certains connaissent, tout récemment, et alors encore professeur au Collège de France à Paris, et à la chaire des littératures modernes de l'Europe néo-latine. J'étais allée le voir parce qu'il était lié à Albert Béguin, au père Cotier, donc j'étais allée lui susciter ses conseils. Eh bien, Carlo Ossola a commandé toutes les œuvres disponibles de Charles Journet pour les mettre à disposition des étudiants-chercheurs venant de tous les horizons au Collège de France. Ce n'est pas rien, c'est tout joli. Troisième point, 2 objectifs prometteurs demeurent à poursuivre. L'exploitation du fonds des archives pour aller vers des propositions éditoriales d'œuvres moins connues, d'opuscules, d'inédits, pouvant donner un accès plus vif, plus fluide à une œuvre théologique exigeante. Je pense à l'écrit sur lequel frère Michel et Nicolas sont en train de travailler, L'Espérance, un inédit. Et nous avons aussi l'objectif d'une refonte éditoriale des retraites, ces écrits spirituels qui débordent souvent, comme le disait le père Cotier, en chant poétique. Enfin, la numérisation du fonds promet une grande fécondité d'accès aux chercheurs, à tous les pèlerins de l'intelligence. Un dernier axe, qui n'est pas mineur, c'est ce sera celui des résonances stimulantes pour les chantiers éditoriaux à venir par l'ouverture des travaux préliminaires en vue de la béatification de Charles Journet. Je voudrais, en conclusion,
attirer votre attention sur un point, une sorte de point génétique, une sorte d'ADN. Continuellement, l'abbé Journet a tenu effort de réflexion théologique, effort de transmission et de publication comme coextensif. Arc-bouté sur le déploiement minutieusement sculpté d'une œuvre intellectuelle, reflet intime de sa personnalité et de sa vie, Charles Journet, chaque jour, détaché du détachement même, élabora une montée, je emprunte les mots de frère Michel, élabora une montée symphonique, sapientielle, organique, au service de la sanctification de l'intelligence. Dieu, ami de la musique et de la poésie dans la théologie, a-t-on entendu? C'est un peu comme la signature, je dirais, théologique de Charles Journet, l'ADN éditorial de l'œuvre elle-même. La partition typographique a, à mon sens, un rôle majeur, et Charles Journet l'a démontré. J'insiste sur ces points qui peuvent sembler ténus, mais ils sont d'importance, même d'importance capitale. Les liens entre la publication, au sens de la mise en forme et de l'ordination des données, et le tact, le toucher de la sainteté de son intelligence sont à préserver, voire même à explorer. Nous en possédons un indice émouvant, les soins très attentifs portés par Charles Journet à la typographie de Nova et Vetera, à la mise en page de la revue. Il y portait un soin magnifique. Et ces soins témoignent de sa prévenance vers le lecteur, prévenance intimement liée à l'esprit en source de sa pensée. Laboratoire de toute son œuvre et non antichambre, Nova et Vetera exprime la plénitude, je crois, de ce climat de délicatesse et de culture de l'appel dont vous avez parlé, Nicolas. Conserver cet élan, le faire percevoir en s'alliant avec des éditeurs attentifs à ces dimensions esthétiques, devrait pouvoir être promesse de fécondité et accompagner l'effort théologique des chercheurs, vos efforts. Le livre ainsi respecté, lieu de mémoire et du temps retenu, deviendra pour le lecteur de Charles Journet, croyant ou non, le mémorial de la présence et des prévenances de la grâce. C'est l'espérance de la Fondation des Amitiés Charles Journet, c'est notre espérance à chacun. Voici, chers amis, ces brèves présentations et convictions, votre aide, vos conseils, vos remarques, votre créativité seront toujours précieuses pour le travail de la Fondation dédiée à l'œuvre de Charles Journet. Par les amitiés, le visage de Charles Journet sera en lumière, et lumière pour le renouveau de l'Église. Écoutons sa voix, qui savait aussi, comme en musique, habiter lumineusement le silence. Souvent, on vit comme des somnambules au milieu des grandes choses qu'on croit et qu'on sait. Et puis parfois, on se réveille, comme on se réveillera à la mort, et tout devient vrai. Je vous remercie profondément de votre attention.